Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous vespéral d'information sur Guéry TV Monde. Voici les titres. Nouvellement nommé au poste de secrétaire exécutif de la commune de Tukuntuna et d'Oxy Dakwe a posé un acte qui n'est rien d'autre que le refus de prendre de fonction à ce poste d'où avait démissionné Sidonie Rondonoupo. Le commentaire de la rédaction sur le sujet est à suivre dans ce journal. Le lancement ce jour de la 6e édition du Salon Afrique Unie au Bénin, Cotonou devient ainsi pendant 3 jours la capitale des innovations et opportunités. Précision à suivre également dans un instant. Et puis dans l'interactualité, des militants de l'opposition ont été blessés à Madagascar lors d'une manifestation publique à une semaine de la présidentielle. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Cette édition démarre avec cette nouvelle en bref. Le gouvernement a répondu ce jour à la question relative à la nomination d'un Rwandais à la direction de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. C'était donc devant la représentation nationale et à en croire le ministre de l'Intérieur. Ce choix a été fait conformément au décret numéro 2018-283 du 4 juillet 2018 fixant la liste des fonctions et postes susceptibles d'être occupés par des collaborateurs externes de l'État. Par ailleurs, ce choix a été fait en raison de ce qu'il s'agit d'un secteur de pointe dont l'échiquier d'expertise est en constitution sur le marché des services. Ainsi, à la suite d'un benchmark, Pascal Nyamulenda a été en autre personne identifiée pour occuper au Bénin le poste de directeur de l'agence de l'ANIP et pour aider le Bénin dans la mise en œuvre de son ambition de développement de l'identité numérique. Ce journal se poursuit avec cette information. La ville de Cotonou brille aux couleurs de l'entrepreneuriat, de la culture et de la célébration des afro-descendants. En effet, la 6e édition du Salon Afrique Unie a été lancée ce jeudi devant plusieurs autorités et investisseurs à Cotonou. C'est une activité qui est faite donc avec le soutien de la CCI Bénin. Evelyne Dossou et Kabirou Ayali étaient au lancement officiel des travaux. Regardez. La vision d'une Afrique unie, révélée et gorgée de talents se concrétise. Le Salon Afrique Unie, plateforme de valorisation des afro-descendants, a effectivement démarré ce 9 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Le Salon Afrique Unie est porté par une équipe pluridisciplinaire issue de différentes nationalités, raison pour laquelle il a pour vocation de se réaliser dans différents pays africains. Aujourd'hui, c'est le Bénin. Je voudrais personnellement exprimer ma gratitude et celle de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour le choix porté sur le Bénin. Un choix qui rime avec la vision de l'institution consulaire qui est de bâtir une communauté d'affaires plus forte. Plus qu'un salon, cet événement de révélation des talents africains entend inciter les investisseurs nationaux et étrangers et booster également les jeunes porteurs de projets, dont le choix du Bénin, pays innovateur et favorable au climat des affaires. Le Bénin, depuis quelques années, est un pays en pleine mutation, dynamique sur le plan économique, touristique, par la mise en lumière de son riche patrimoine matériel et immatériel, un climat des affaires plus rassurant, offrant des garanties en matière d'investissement, et notre vocation en tant qu'afro-descendants africains est d'accompagner ce processus pour l'unité et le développement de l'Afrique, d'où le Salon Afrique Unie. Nous sommes un pays qui arrive à agréger ses atouts pour mieux se révéler sur la scène internationale. Chers invités, le Bénin vous ouvre grand ses portes. Et nulle part actuellement, dans la sous-région ouest-africaine, vous n'aurez accès à cette dynamique et à ces facilités qui vous sont offertes. La ville de Cotonou est un carrefour d'échanges internationaux. Ce salon est également un espace de rencontres et d'échanges où les entrepreneurs, les artistes, les chercheurs et les associations pourront partager leurs expériences, leurs projets et leurs idées.
Pendant 3 jours donc, de nouveaux talents seront découverts, des partenariats noués et des projets financés. Encore une nouvelle en brève. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision au sujet du recours concernant la prolongation des indemnités des députés de la 8e législature. Une décision prise à huis clos à la fin de cette mandature et qui avait suscité des commentaires tous azimuts. Ce jeudi 9 novembre 2023, donc, la Cour des 7 sages s'est déclarée incompétente sur la question et qui est donc ainsi close. Nous abordons maintenant le commentaire de ce journal. Le maire de la commune de Tukuntuna devra à nouveau tirer au sort une nouvelle personne pour le poste de secrétaire exécutif. Après la démission de Sidonie Rondon-Ngbo, celle qu'il a choisie par hasard le 29 octobre 2023, vient de notifier son refus de prendre fonction à ce poste. Que diantre se passe-t-il donc dans la mairie de Tukuntuna pour que les 2 femmes nommées au poste de secrétaire exécutive démissionnent? La rédaction de Guérit TV Monde s'est penchée sur le sujet à travers ce commentaire intitulé « Tukuntuna, l'indésiré ». Suivez. Alors que certains se souvenaient que cela faisait 51 ans depuis le coup d'État du 26 octobre 1972, la commune de Tukuntuna a connu la première démission motivée du poste de secrétaire exécutif. Car la précédente démission, celle du secrétaire exécutif d'Abomey, avait été faite pour des raisons personnelles. Le 26 octobre 2023, la secrétaire exécutive de Tukuntuna a démissionné en évoquant des conditions de travail hostiles et toxiques, des menaces, du harcèlement, des violations de la vie privée, ainsi que le refus d'accepter des femmes à des postes de responsabilité. Sidonie Rondon-Ngbo a ajouté « L'environnement de travail a eu un impact sur ma santé qui se détériore de jour en jour. Mon dernier congé médical qui m'a valu une demande d'explication pour abandon de poste en est une illustration. » En résumé, l'ancienne secrétaire exécutive de Tukuntuna a décrit un environnement de travail où personne ne souhaiterait évoluer. Pourtant, 72 heures après sa démission, le maire de la commune de Tukuntuna, Blaise Bekakwa, a été invité à tirer au sort une nouvelle personne pour occuper le poste vacant. On ne sait pas si le hasard a choisi une autre femme pour ce poste ou si le tirage a été principalement effectué parmi des femmes. Ainsi, Eudoxie Dakpe a été choisi pour remplacer Sidonie Rondon-Ngbo. Cependant, au lieu de prendre ses fonctions dans cette commune de l'Atakora, Eudoxie Dakpe a préféré démissionner selon nos sources. Qu'a-t-elle craint? Se sent-elle incapable d'assumer la fonction de secrétaire exécutive? Si c'est le cas, comment son nom a-t-il été inclus dans la liste des candidats potentiels pour ce poste? Sans une réponse affirmative, on pourrait penser que les motifs de démission avancés par Sidonie Rondon-Ngbo ont semé la peur chez sa remplaçante. Si en tant que femme, l'autre n'a pu supporter un environnement de travail hostile comme décrit, Eudoxie Dakpe a peut-être anticipé qu'elle finirait par craquer. Il valait donc mieux démissionner au départ que d'affronter la même réalité après avoir pris fonction. Que fait la cellule de suivi et de gestion des communes face à cette situation? D'après les informations qui nous sont parvenues, avant la démission de Sidonie Rondon-Ngbo, les conditions de travail qu'elle a dénoncées dans sa lettre de démission étaient connues de la cellule. Une délégation de la cellule s'était même rendue à Tukuntuna pour examiner la situation. Mais il semble qu'aucune solution n'a été trouvée. De plus, cette cellule était en mission dans la commune pour effectuer un suivi et un contrôle lorsque la démission a été présentée. Il est donc clair que le malaise existait et ne sachant pas comment le surmonter, Sidonie Rondon-Ngbo n'a pas eu d'autre choix que de démissionner. Tukuntuna est-elle une commune misogyne? L'Institut national de la femme devrait enquêter sur cette question. Idéalement, une étude sociologique devrait être menée pour déterminer si, en effet, dans cette commune, le refus d'accepter des femmes à des postes de responsabilité est une réalité. Plutôt que de nommer une autre femme au hasard à Tukuntuna, il serait préférable de faire une pause pour identifier les facteurs qui font de cette commune un endroit indésirable pour les 2 secrétaires exécutives qui y ont été nommées. Ouvrons maintenant la page inter. À une semaine des élections présidentielles à Madagascar, des militants de l'opposition ont été blessés par les forces de l'ordre du pays lors d'une manifestation. D'autres actualités internationales sont également au cœur de cette page inter présentée par Evelyne Dosso.
Au Madagascar, au moins 16 personnes ont été blessées, dont 12 civils et 4 éléments des forces de l'ordre au cours d'une opération de manifestation d'opposants mercredi 8 novembre 2023 à Antananarivo. À une semaine du scrutin présidentiel dans le pays, l'opposition réunie au sein du collectif des 10 s'était donné rendez-vous avec ses partisans dans le quartier de Mamazima, sauf qu'ils étaient attendus par les forces de l'ordre. Un affrontement a eu lieu entre les deux camps après l'arrestation du député du 5e arrondissement de la capitale malgache. Les tirs de gaz lacrymogènes aux alentours de Mamazima, qui abrite des hôpitaux et plusieurs centres de santé, ont été dénoncés par le personnel soignant. La grande île de l'océan Indien est secouée depuis des semaines par une bataille féroce entre le pouvoir et le collectif, dont chaque membre se présente toutefois individuellement à l'élection présidentielle du 16 novembre prochain. Ces opposants dénoncent régulièrement depuis plus d'un mois ce qu'ils appellent un coup d'État institutionnel orchestré selon eux par le président sortant Andry Rajoelina en vue du scrutin. Ils réclament une élection libre et équitable. Une vague d'indignation s'est emparée de la population suite à cette énième répression violente des gendarmes à l'encontre des manifestants. Au moins 29 personnes ont été tuées en Somalie et plus de 300 000 déplacés dans des inondations. L'annonce a été faite mardi par le président de l'agence somalienne de gestion des catastrophes. Il faut signaler que l'Afrique de l'Est subit en ce moment les affres des pluies diluviennes. Le phénomène climatique El Niño amplifie les précipitations de la saison des pluies dans la région, avec des conséquences également dévastatrice. Il a déjà causé la mort de 20 personnes en Éthiopie et 15 morts au Kenya. En 2020, la Somalie a connu par ailleurs une sécheresse inédite depuis 40 ans. À présent, ce sont les inondations qui touchent notamment le sud-ouest du pays. Un précédent bilan donné samedi par l'Agence humanitaire des Nations Unies faisait état de 14 morts. El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d'autres, devraient se prolonger jusqu'en avril, a annoncé mardi l'Organisation météorologique mondiale. L'Afrique du Sud va déployer 300 membres de l'armée pour lutter contre les activités minières illégales dans le pays, a annoncé jeudi le bureau du président Cyril Ramaphosa. Le pays riche en minerais attire des milliers de mineurs clandestins dont les activités perturbent les entreprises du secteur et sont vues par les habitants comme une source de criminalité. Les membres de la Force de défense nationale sud-africaine vont aider la police à mener une opération anti-criminalité renforcée contre les activités minières illégales dans toutes les provinces, a déclaré une porte-parole du président Vincent Magwenya. L'opération doit durer jusqu'à avril 2024 et devrait coûter à l'État près de 25 millions d'euros, a-t-il ajouté. Connus sous le nom de Zamazama, les mines informelles sont souvent des étrangers venus en Afrique du Sud pour tenter de gagner de l'argent en travaillant dans des puits clandestins au prix de dures conditions de vie et de travail. Mais les opérations illégales affectent aussi les mines en activité, ce dont les entreprises se plaignent depuis longtemps pour l'argent que cela leur coûte et la menace que cela représente pour le personnel. En juillet 2023, 5 personnes avaient été tuées près d'un terril abandonné dans l'ouest de Johannesburg. L'an dernier, des mineurs clandestins avaient été accusés d'avoir violé 8 femmes. La page des sports à présent. Roberto d'Oliveira n'est plus le sélectionneur de la Simba SC et dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, Sofiane Diop est convoqué pour la première fois
par le Maroc. Pour ce qui est de la Ligue des champions féminines de CAF, Mamelodi Sundown file en demi-finale. Ces nouvelles sportives vous sont présentées par Latifat Koweno. Les Mamelodi Sundowns sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions féminines de la CAF Côte d'Ivoire 2023. Les premiers champions de la compétition ont assuré leur place dans le dernier carré mercredi soir après une victoire serrée 1-0 contre le SC Casablanca lors d'un match du groupe A disputé au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. L'attaquante Melinda Kadiete a repris de la tête un délicieux centre de Lebohang Ramalepe à la 42e minute, permettant aux Sud-Africaines de conserver le titre de favori avec une qualification pour le tour suivant à un match de la fin. Mais tout n'est pas perdu pour le SC Casablanca qui se rendra à San Pedro pour son dernier match contre le JKT Queens en pleine confiance avec sa victoire de 2-1 sur son hôte l'Atlético Abidjan lors du match précédent. Et dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, Sofiane Diop a finalement choisi de porter les couleurs du Maroc. Le joueur figure dans la dernière liste de Walid Regragui pour défier la Tanzanie, un match prévu pour le 21 novembre prochain. Je cite, « Sofiane, je lui parle depuis ma prise de fonction. Des blessures et des empêchements administratifs ont simplement retardé son arrivée. C'est un joueur de talent et polyvalent. De plus, ça fait un moment qu'il a choisi le Maroc. Il mérite d'être parmi nous. » Fin de citation, a déclaré Walid Regragui ce jeudi en conférence de presse au micro des journalistes marocains. Autre réalité sportive en Tanzanie où le club tanzanien du Simba SC s'est séparé de son technicien brésilien Roberto Oliveira après son élimination en quart de finale de la Ligue africaine de football. Cela survient après que Simba ait été éliminé de la première édition de la Ligue africaine de football par Al Ahly grâce à des buts à l'extérieur. Après 18 mois de fonction, l'écurie tanzanienne annonce la résiliation du contrat du Brésilien. Daniel Cadena a été nommé responsable par intérim, assisté de Selemane Matola, jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur permanent soit trouvé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.